Ce cours va traiter de l'anatomie des organes génitaux de la femme. L'utérus. L'utérus est l'organe de la gestation. Nous allons le décrire sur cette planche avec une vue postérieure de l'utérus et des annexes, une photographie correspondante que nous allons décrire à plusieurs reprises pendant ce cours, une coupe sagittale de l'utérus et du pelvis, une vue correspondante montrant les rapports entre l'utérus et le péritoine et le vagin, une coupe frontale montrant les différentes couches de l'utérus et enfin une vue antérieure de l'utérus dans la cavité pelvienne. Alors l'utérus a une forme de cône aplati d'avant en arrière avec une base supérieure et un sommet vers le bas. On lui décrit 4 parties. Le fond, le corps qui est la partie principale, le col qui est la partie distale, et l'isthme, une zone intermédiaire entre le corps de l'utérus et le col. Les trompes utérines s'abouchent dans les cornes utérines entre le ligament rond et le ligament propre de l'ovaire. En dehors de la grossesse, l'utérus est le plus souvent antéversé et antéfléchi, comme nous le décrirons plus tard, c'est-à-dire qu'il est penché vers l'avant. Sa taille moyenne chez la femme nullipare, qui n'a encore jamais eu de grossesse, est de 8 cm de long, 5 cm de largeur pour environ 2,5 cm d'épaisseur. C'est un organe qui est palpable au toucher vaginal. En mettant un doigt dans le vagin, on peut palper le col utérin et si on ajoute à cette manœuvre une palpation abdominale, on peut faire bouger l'utérus et le palper entre les deux mains. L'isthme utérin est donc cette zone de rétrécissement entre le corps et le col de l'utérus qui va s'allonger pendant la grossesse et qui prend alors le nom de segment inférieur. Comme on peut le voir sur ces deux schémas, l'utérus est situé dans le pelvis ou la cavité pelvienne, sous la ligne arquée, entre la vessie et le rectum en arrière et au-dessus du vagin. Si l'on regarde un peu plus en détail cette coupe sagittale, on voit que l'utérus est à la fois intra- et sous-péritonéal. Le péritoine est représenté ici dans sa partie inférieure par la ligne pointillée en vert. Le péritoine recouvre la vessie, va former un cul-de-sac vésico-utérin avec l'utérus, puis va se poursuivre sur la face antérieure de l'utérus et la face postérieure pour ensuite se prolonger sur la face antérieure du rectum et former ainsi le cul-de-sac recto-utérin ou le cul-de-sac de Douglas. Tout ce qui est au-dessus de cette ligne verte est donc la cavité intrapéritonéale et on voit que l'utérus bombe dans cette cavité, il est dans la cavité péritonéale, en particulier son corps, et péritonisé. En revanche, vous voyez que la partie inférieure de l'utérus, le col de l'utérus, est sous le péritoine et donc sous-péritonéal. Le péritoine qui recouvre l'utérus est représenté ici sur ce schéma. Nous voyons ici en vert le péritoine qui recouvre la face antérieure de l'utérus et qui va ensuite recouvrir la face postérieure de l'utérus. Ce sont ces deux feuillets ici qui sont sectionnés. Ces deux feuillets péritonéaux vont ensuite se poursuivre latéralement sur le péritoine qui recouvre les parois du pelvis. En effet, on peut imaginer que le péritoine qui recouvre la face postérieure et la face antérieure de l'utérus vont se poursuivre latéralement sur le péritoine pariétal. Par définition, l'espace situé entre ces deux feuillets péritonéaux, et qui n'est donc pas recouvert de péritoine, raison pour laquelle on l'a représenté de la même couleur que l'utérus, eh bien, forme ce qu'on appelle le ligament large. Ce ligament large va se poursuivre en haut, un peu comme un trèfle à 3 feuilles, qui va entourer le ligament propre de l'ovaire, la trompe utérine et le ligament rond. Le ligament large est l'un des ligaments de soutien de l'utérus, qui, à sa partie basse, va devenir beaucoup plus dense et constituer ce qu'on appelle les paramètres, une zone extrêmement importante car c'est dans cette région-là que se trouve l'artère utérine surcroisant l'urtère. On voit que le vagin s'insère sur le col de l'utérus et va former des cul-de-sac autour du col de l'utérus, formant ce qu'on appelle les fornix du vagin. C'est encore ce que l'on voit sur ce schéma avec le fornix postérieur, le fornix antérieur formé par l'insertion vaginale sur le col utérin. Bien sûr, ce cul-de-sac entoure de manière circulaire le col utérin.
Voyons maintenant un peu plus en détail la constitution de l'utérus et quelques éléments de physiologie utérine. L'utérus est constitué d'une muqueuse qu'on appelle l'endomètre, d'une musculeuse lisse, épaisse, qu'on appelle le myomètre, et d'une séreuse externe qui se confond avec le péritoine. L'endomètre est une muqueuse très richement vascularisée et sensible aux hormones ovariennes. Son épaisseur varie pendant le cycle menstruel. Pendant la première partie du cycle, l'endomètre va s'épaissir pour préparer une éventuelle grossesse. À partir de là, plusieurs scénarios peuvent se produire. En l'absence de fécondation, l'endomètre est éliminé au cours des menstruations qui marquent le début d'un nouveau cycle. La durée habituelle d'un cycle est de 28 jours, mais extrêmement variable d'une femme à l'autre. En cas de fécondation, la rencontre spermatozoïde-ovule se fait généralement quelque part dans les trompes. L'œuf fécondé va migrer depuis la trompe utérine ou trompe de Fallope jusque dans l'utérus et effectue sa nidation dans les couches superficielles de l'endomètre. La croissance de l'embryon entraîne une distension progressive de la cavité utérine et de l'utérus, celui-ci pouvant passer d'une taille de 8 à 35 cm. Pendant l'accouchement, les contractions régulières du myomètre marquent le début de la phase de travail. L'isthme et le col utérin vont alors se dilater pour laisser passer l'enfant. Enfin, après l'accouchement, le myomètre se rétracte, expulsant le placenta, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Le col de l'utérus est une région importante de l'utérus parce que c'est une zone de passage par le canal cervical à la fois des spermatozoïdes, des menstruations et de l'enfant lors de l'accouchement. Le col utérin est divisé en deux parties par l'insertion du fornix vaginal. La ligne d'insertion délimite une partie supravaginale et une partie intravaginale. Cette ligne d'insertion est oblique en bas et en avant. Si l'on revient sur cette coupe, on voit qu'elle se situe à peu près à l'union du tiers crânial et des deux tiers caudaux à la face postérieure du col, et à l'union des deux tiers crâniaux et du tiers caudal à sa face antérieure, si bien que cette ligne d'insertion est oblique en bas et en avant. Revenons sur ce schéma. La portion supravaginale du corps se poursuit avec l'isthme utérin. La portion intravaginale a la forme d'un cône arrondi de consistance élastique. Le col de l'utérus entoure le canal cervical qui s'ouvre à ses deux extrémités, d'une part dans la cavité utérine, qui voyait une forme globalement triangulaire, entre l'ostium interne du col et les ostiums des trompes utérines. Le col s'ouvre dans la cavité vaginale par l'ostium externe du col. Encore une fois, l'aspect de l'utérus et du col varie en fonction de la période de la vie génitale. Chez la femme primipare, l'ostium externe est en général circulaire et régulier. Chez une femme multipare qui a donc accouché plusieurs fois, il existe de nombreuses déchirures visibles sur le col et celui-ci est en général beaucoup plus souple. La muqueuse qui tapisse le canal cervical ou l'endocole est de type glandulaire comme l'endomètre. La muqueuse de la portion intravaginale du col ou exocole est de type malpighienne. Le col de l'utérus est une zone d'amarrage pour les ligaments de cet organe. Il est notamment solidement amarré par les paramètres et les ligaments utérosacrés que nous décrirons plus tard. Il s'agit des principaux moyens de fixité de l'utérus. D'autre part, retenez qu'en dehors du col se trouvent de chaque côté les pédicules vasculo-nerveux utérins et les urtères passant dans les paramètres. Enfin, il faut savoir que le col utérin est sujet au développement de cancers, notamment chez la femme jeune. On incrimine le rôle du virus papillomavirus HPV et il faut savoir que ce cancer peut être prévenu par une vaccination. Revenons maintenant sur la coupe pour décrire quelques rapports fondamentaux de l'utérus. Le fond de l'utérus est en rapport avec la cavité abdominale et l'intestin par l'intermédiaire du péritoine. Le corps de l'utérus repose en général, s'il est antéversé et antéfléchi, sur la calotte vésicale. Quand la vessie se remplit, elle se déforme aux dépens de sa calotte, c'est-à-dire sa face supérieure, et elle va donc repousser l'utérus vers l'arrière. Notons d'autre part sur ce schéma que le col de l'utérus
est à peu près à mi-chemin sur une ligne virtuelle allant du bord supérieur du pubis au bord inférieur du coccyx. Le col de l'utérus est un petit peu en avant de l'épine sciatique et sous le promontoire. Ces rapports sont importants à connaître dans la chirurgie du prolapsus. En effet, lorsque l'utérus n'est pas bien maintenu, eh bien, on peut le fixer soit au promontoire, soit au ligament sacro-épineux. Enfin, notons sur ce schéma le ligament utérosacré qui soulève le péritoine de part et d'autre du cul-de-sac recto-utérin au cul-de-sac de Douglas. Nous verrons un peu plus en détail tout à l'heure la vascularisation et l'innervation de l'utérus. Retenez que les artères utérines proviennent de l'artère iliaque interne, de son tronc antérieur, et les veines utérines rejoignent les veines iliaques internes. L'innervation se fait principalement par le plexus hypogastrique inférieur. Le plexus hypogastrique inférieur, chez la femme, est situé à proximité du col de l'utérus et des paramètres, ce qui explique que toute ablation de l'utérus ou hystérectomie puisse entraîner des troubles neurologiques variés, affectant par exemple le fonctionnement vésical. Alors vous devez être capable, sur cette pièce disséquée, de reconnaître les différents éléments décrits sur les schémas. Le fond de l'utérus, le corps, la zone rétrécie que représente l'isthme utérin, le col utérin, dont on reconnaît ici l'ostium externe, les fornix de chaque côté, et le vagin a ici été sectionné, on montre la tranche de section vaginale. L'utérus est recouvert de péritoine qui est ici luisant. Ce péritoine se poursuit latéralement pour constituer les ligaments larges qui vont entourer le ligament utéro-ovarien, la trompe utérine. Le ligament rond est situé de l'autre côté puisqu'il s'agit ici d'une vue postérieure. On reconnaît, nous le décrirons plus tard, les deux trompes utérines avec les franges qui viennent au contact de l'ovaire. Les paramètres sont ces zones condensées de part et d'autre du col et de l'isthme utérin dans lequel nous verrons passent les vaisseaux de l'utérus et on reconnaît ici d'ailleurs deux gros pédicules veineux sur les bords latéraux de l'utérus et qui vont se poursuivre vers les trompes ou les ligaments utéro-ovariens. On voit d'ailleurs ici des vaisseaux en transparence qui vont former des arcades vasculaires pour l'ovaire. Nous allons maintenant voir l'orientation et les moyens de fixité de l'utérus. En dehors de la grossesse, l'utérus est le plus souvent antéversé et antéfléchi. L'angle de flexion est formé par l'axe du corps de l'utérus et l'axe du col. Le sommet est l'isthme utérin. L'antéflexion de l'utérus correspond à un angle ouvert vers l'avant en moyenne de 100 à 120 degrés. La rétroflexion correspond à un angle ouvert en arrière vers le coccyx. L'angle de version de l'utérus est un angle formé par l'axe du corps utérin et un axe virtuel ombilico-coccygien. Vous avez ici un exemple d'utérus antéversé ou rétroversé. Alors nous avons vu que l'utérus est un organe central de la cavité pelvienne, à mi-distance entre le bord supérieur du pubis et le bord inférieur du coccyx, et en dessous du promontoire, légèrement en avant de l'épine sciatique. Le col est un peu l'équivalent du sommet d'une tente vaginale, que nous décrirons plus tard, constituée de la paroi antérieure du vagin et de sa paroi postérieure. Donc l'utérus est soumis tout au long de la vie à des forces de pression liées à toute augmentation de la pression abdominale, par exemple lors d'efforts de toux ou de défécation comme nous le verrons tout à l'heure en IRM. Ces forces ont tendance à pousser vers le bas et l'arrière l'utérus qui doit donc être solidement amarré. Ce système d'amarrage, constitué principalement des ligaments utéro-sacrés et des paramètres latéralement, empêche la descente de l'utérus dans la cavité vaginale. Toute défaillance de ce système ligamentaire va entraîner un prolapsus utérin ou une descente de l'utérus, comme on peut le voir sur cette photographie, où vous reconnaissez le col de l'utérus et l'endocole ici. Lorsque l'utérus n'est plus maintenu, eh bien c'est le sommet de la tente vaginale qui va s'affaisser, et en s'affaissant, eh bien les parois vaginales peuvent entraîner avec elles soit la vessie, soit le rectum, soit l'urètre, et entraîner ainsi
une cystocèle ou une rectocèle. Alors, les principaux ligaments maintenant de l'utérus sont les ligaments utérosacrés qui vont du col utérin et de l'isthme jusqu'au sacrum. Les paramètres, encore nommés les ligaments de McEnroth, qui sont constitués d'une condensation du tissu conjonctif situé à la partie basse des ligaments larges, dont nous avons d'ailleurs représenté ici les contours. Les autres ligaments moins importants sont d'une part le ligament rond de l'utérus de chaque côté, qui va plutôt orienter l'utérus vers l'avant, mais qui n'a pas vraiment de rôle dans le maintien de l'utérus dans la cavité pelvienne. Il en est de même pour le ligament ou les ligaments pubo-cervicaux de chaque côté. Lors des efforts de poussée, la pression abdominale va faire que l'utérus s'appuie indirectement sur le ligament anococcygien et sur le centre tendineux du périnée, au travers de la paroi vaginale et de la paroi rectale. Alors, regardons cet exemple d'IRM dynamique prise lors d'un effort de défécation. Vous allez reconnaître ici la vessie, le canal de l'urètre, la cavité vaginale en arrière, le pubis et le rectum. Et je vous montre cette image pour que vous vous rendiez compte des forces de pression exercées sur l'utérus lors d'efforts de poussée, en particulier pour la défécation. On voit ici la défécation qui va se produire progressivement, et vous voyez qu'à chaque effort de poussée, eh bien, l'utérus qui est ici va venir descendre et s'appuyer sur les parois rectales et indirectement sur le ligament anococcygien et le centre tendineux qui est ici. On comprend alors pourquoi les patientes présentant par exemple une constipation chronique sont plus à risque de développer un prolapsus utérin. Nous allons maintenant voir la vascularisation de l'utérus, en particulier l'artère utérine. L'artère utérine est une branche majeure de l'artère iliaque interne. Elle naît du tronc antérieur et vascularise non seulement l'utérus, mais la plupart des organes de la cavité pelvienne. On peut donc dire qu'elle porte assez mal son nom, puisqu'elle va donner des branches pour le vagin, la vessie, les ovaires et les trompes. L'artère utérine présente 3 segments qui sont définis par ses rapports avec les paramètres dont nous avons représenté ici le contour. Le premier segment est pariétal ou rétro-ligamentaire. Il est oblique en bas, en dedans et en avant, en arrière du ligament large, plaqué contre la paroi pelvienne. Le deuxième segment est paramétrial ou sous-ligamentaire. L'artère utérine va alors avoir une direction transversale et en dedans, sous le ligament large, dans l'espace pelvirectal supérieur, et elle va décrire, comme on le voit sur cette vue de face, une crosse à concavité supérieure, située à environ 15 mm du cul-de-sac vaginal. C'est donc à cet endroit que l'artère pénètre dans le ligament large, près de l'isthme et près du col utérin. Dans ce segment, l'artère utérine surcroise l'urtère, un peu comme un pont au-dessus d'une rivière. Ce rapport est important car lors de la réalisation d'une hystérectomie, l'artère utérine doit être sectionnée et ligaturée et il existe donc un risque de lésion de l'urtère à ce niveau. Le troisième segment de l'artère utérine est le segment mésométrial, intraligamentaire, entre les deux feuillets du ligament large. En entrant dans le ligament large, l'artère devient verticale le long du bord latéral de l'utérus et présente un trajet très sinueux. Elle va donner des branches pour l'utérus. La terminaison de l'artère utérine se fait au voisinage des cornes en une branche ovarique médiale, une branche tubaire médiale et une branche pour le ligament rond. Ces 2 branches tubaires et ovariques vont aller s'anastomoser avec des branches ovariques latérales et tubaires médiales provenant de l'artère ovarique naissant de l'aorte abdominale. Les autres branches importantes de l'artère utérine sont d'une part des artères pour l'urtère, sa partie distale, des artères pour le col utérin et des artères pour le vagin et la vessie que l'on nomme des artères vésico-vaginales. Les veines utérines ont un trajet parallèle en sens inverse et vont rejoindre principalement la veine iliaque interne. Elles forment de grosses veines visibles à travers le ligament large, comme on peut en voir quelques-unes ici, et vont drainer des veines tubaires, des veines suivant le ligament rond et des veines ovariques. Le drainage lymphatique de l'utérus se fait vers des chaînes iliaques internes et externes.
Enfin, l'innervation de l'utérus provient essentiellement de branches nerveuses issues du plexus hypogastrique inférieur, un peu aussi du plexus hypogastrique supérieur. Ce plexus hypogastrique inférieur étant situé à proximité du col de l'utérus de chaque côté. Le ligament large de l'utérus, représenté en vert sur ces deux schémas, est constitué par le prolongement latéral des feuillets péritonéaux recouvrant la face postérieure et la face antérieure de l'utérus. Ces deux feuillets se poursuivent latéralement avec le péritoine qui va recouvrir la paroi pelvienne. Le ligament large a la forme d'une cloison transversale, quadrilatère, recouvrant la trompe utérine, le ligament rond et le ligament utéro-ovarien. L'orientation du ligament large est identique à celle des faces de l'utérus. Si l'on fait une coupe passant par le ligament large et par l'ovaire, on obtient ce schéma. Le feuillet ventral regarde en bas et en avant et le feuillet dorsal regarde en haut et en arrière. Il s'agit de la configuration que l'on obtient lorsque l'utérus est antéversé, antéfléchi, ce qui est la majorité des cas. Alors, le ligament large présente 4 bords, un bord crânial ou supérieur formé par la réunion des feuillets ventral et dorsal au-dessus de la trompe, un bord médial qui suit le bord latéral de l'utérus, un bord latéral que l'on ne voit pas sur ce schéma, mais qui se poursuit avec la paroi pelvienne ou le péritoine recouvrant la paroi pelvienne latérale, et un bord inférieur ou caudal qui est plus large et qui repose sur le plancher pelvien et qui va former les paramètres. Alors regardons maintenant plus en détail cette coupe du ligament large et on peut constater qu'il existe un segment supérieur que l'on nomme le mésométrium qui est mince et mobile. Il va présenter 3 ailerons de forme triangulaire. En haut, un aileron médian tubaire, encore nommé mésosalpinx. Ce serait donc cette partie, ici sectionnée, ou ici au niveau de la flèche. Le mésosalpinx englobe la trompe et ses vaisseaux, et il forme le bord crânial du ligament large. En avant, nous avons l'aileron du ligament rond, et en arrière, l'aileron dorsal ou mésovarium, qui contient notamment ou se poursuit par le ligament utéro-ovarien. Le péritoine, à ce niveau, s'arrête net au niveau de l'ovaire, qui lui-même n'est pas recouvert de péritoine, mais recouvert d'une membrane qu'on appelle l'albuginée. À ce niveau se situe l'arcade vasculaire de l'ovaire que nous décrirons plus tard, et qui provient de l'artère utérine et de l'artère ovarique. Enfin, le segment inférieur est plus large et fixe. Il forme une zone que l'on nomme les paramètres qui, vous le voyez, contient l'artère utérine qui va former sa crosse et l'urtère. Les ovaires et les trompes utérines constituent ce qu'on appelle les annexes de l'utérus. Pour les décrire, nous allons reprendre ces schémas et ces dissections. Les ovaires sont les gonades féminines. Il s'agit de glandes à la fois endocrines, produisant les hormones estrogène et progestérone, et exocrines, en produisant l'ovule, censé être fécondé par le spermatozoïde. Les ovaires sont les seuls organes intrapéritonéaux vrais, c'est-à-dire qu'ils sont dans la cavité péritonéale et non péritonisés. Ils sont situés en dessous du détroit supérieur, constitués en partie de la ligne arquée de l'os iliaque, montrée ici par la flèche blanche, plaqués contre la paroi pelvienne, dans une fosse, la fosse ovarienne de Croce, qui est délimitée, comme on va le voir sur ce schéma, en arrière par l'artère iliaque interne et l'urtère, en haut par l'artère iliaque externe et la ligne arquée, en avant par la zone d'implantation du ligament large, et en dessous l'artère obturatrice et ombilicale. La morphologie de l'ovaire est variable en fonction du cycle menstruel et de l'âge. Vous avez ici 2 exemples de dissection d'un utérus chez une femme jeune et ici une vue péropératoire chez une femme âgée montrant l'ovaire involué comme on le voit généralement après la ménopause. Chez la femme en âge de procréer, sa forme est celle d'un ovoïde mesurant 4 cm de long et 2 cm d'épaisseur. Il présente 2 faces, 2 bords, 2 pôles et il est recouvert d'une tunique albuginée qui est une membrane épaisse, blanchâtre, avec néanmoins quelques cicatrices jaunâtres qui correspondent à chaque ovulation. Lors d'une ovulation, l'ovule émis par l'ovaire va être capté
par la trompe utérine et être acheminé progressivement jusque dans l'utérus. Le péritoine, constituant le ligament large, va s'insérer sur le bord ventral de l'ovaire et former à cet endroit le mésovarium, véritable île de l'ovaire. L'ovaire reçoit une double vascularisation provenant de l'artère ovarique, branche de l'aorte abdominale, et de l'artère utérine, qui, à sa terminaison, va donner une branche ovarique et une branche tubaire médiane. L'artère ovarique va, elle, donner une branche tubaire latérale et une branche ovarique latérale. Les deux branches ovariques vont cheminer donc dans le mésovarium, s'anastomoser l'une à l'autre et envoyer des branches vascularisant l'ovaire. Il existe donc une arcade vasculaire ovarienne provenant de ces deux artères. La veine ovarienne se jette dans la veine rénale à gauche et dans la veine cave inférieure à droite. Les veines et artères ovariques cheminent dans le ligament suspenseur de l'ovaire, dont on représente ici la partie terminale. Les ovaires sont innervés par des fibres nerveuses végétatives issues des plexus solaires. Le drainage lymphatique suit les vaisseaux artériels et veineux et aboutit à des lymphonoeux aortiques et interaortico-caves. Les trompes utérines ou trompes de Fallope sont des conduits musculo-membraneux qui relient la cavité utérine à la cavité abdominale. Elles sont situées dans le pelvis, de part et d'autre de l'utérus. Leur fonction est de porter l'ovule émis par l'ovaire jusqu'à l'utérus durant un trajet qui dure environ 6 jours. Le déplacement de l'ovule se fait grâce au mouvement des cils de l'épithélium des trompes. C'est en général au cours de ce trajet qu'a lieu la fécondation, c'est-à-dire la rencontre avec le spermatozoïde. Les trompes présentent 3 segments. Une portion intra-utérine ou interstitielle, un corps constitué d'un isthme puis d'une ampoule, qui constitue en général l'endroit où le spermatozoïde va rencontrer l'ovule, où va se produire la fécondation, et un infundibulum, qui est l'extrémité latérale de la trompe, constituée de franges venant au contact de l'ovaire. Alors la portion utérine fait environ 1,5 cm de long et est située dans l'épaisseur du myomètre. Le corps, nous l'avons dit, présente un segment initial qui émerge de la trompe, c'est l'isthme tubaire, puis un segment latéral qui va entourer l'ovaire et qui constitue l'ampoule tubaire. On voit que l'isthme est situé entre le ligament rond et le ligament propre de l'ovaire. L'ampoule tubaire commence généralement au pôle inférieur de l'ovaire, longe son bord ventral, contourne le bord supérieur et se termine en arrière de lui par l'infundibulum. La trompe est entièrement recouverte de péritoine et forme la partie supérieure du ligament large, ou mésosalpinx. L'infundibulum s'ouvre dans la grande cavité abdominale en regard de l'ovaire. Il existe donc un passage entre la cavité abdominale et l'extérieur, passant successivement par la trompe, l'utérus, le vagin. La vascularisation de la trompe provient, nous l'avons déjà dit, de l'artère utérine et de l'artère ovarique, qui vont donner respectivement une artère tubaire latérale et une artère tubaire médiale. Celles-ci vont s'anastomoser pour former des arcades artérielles. Les veines et les lymphatiques tubaires rejoignent les courants lombo-ovariens ou utérins, puis latérocaves, précaves et lombo-aortiques. L'innervation provient de branches végétatives issues des ganglions cœliaques et des plexus hypogastriques. À noter une pathologie malheureusement fréquente associée aux trompes utérines, correspondant à une fécondation de l'ovule dans la trompe, suivie d'un arrêt de progression de l'œuf qui va aboutir à son implantation quelque part dans la trompe utérine. Cet organe, n'étant absolument pas fait pour recevoir un œuf fécondé, va progressivement se dilater et peut parfois même éclater à l'origine d'une hémorragie massive liée à la rupture de cette arcade artérielle qui peut mettre en jeu le pronostic vital. On parle de grossesse tubaire ou grossesse extra-utérine. Nous allons voir sur ces planches l'anatomie du vagin et du pudendum féminin ou vulve. Pour cela, nous décrirons une vue du périnée en position gynécologique avec les structures osseuses en transparence, puis la peau retirée permettant de voir les éléments du pudendum.
Le vagin sera décrit sur cette coupe frontale et cette coupe transversale. Enfin, nous aurons ici quelques éléments géométriques nous permettant de dessiner cette vue du périnée et vous aurez des images correspondantes d'une patiente sur laquelle vous devrez être capable de reconnaître les différentes structures constituant le périnée superficiel. Alors, le vagin est l'organe de la copulation de la femme. Il s'agit d'un conduit musculaire élastique qui s'insère en haut sur le pourtour du col utérin et qui se poursuit en bas par le vestibule du canal vulvaire. Nous avons déjà décrit son insertion sur le col utérin, une insertion oblique vers le bas et l'avant, délimitant les fornix vaginaux autour du col utérin. Si bien que si l'on fait une coupe passant par ce niveau, une coupe horizontale, eh bien vous aurez le col utérin avec l'endocole, entouré du fornix vaginal, entourant complètement le col utérin. Le vagin présente ensuite une paroi antérieure et une paroi postérieure. Ces deux parois se poursuivent avec le canal vulvaire. En faisant une coupe passant à mi-hauteur du vagin, eh bien, on va retrouver ces structures avec une paroi antérieure et une paroi postérieure délimitant la cavité vaginale. Alors, on distingue trois parties dans la cavité vaginale. Une première partie est située au-dessus du muscle élévateur de l'anus. Cette partie est située dans l'espace pelvirectal supérieur, sous le péritoine. Elle est en rapport latéralement avec les urtères surcroisées par l'artère utérine et le cul-de-sac de Douglas en arrière, ainsi que le cul-de-sac vésico-utérin en avant. La partie moyenne est en regard des muscles élévateurs de l'anus, ou plutôt leur terminaison, et des muscles transverses. Enfin, la partie inférieure du vagin traverse le périnée superficiel et est entourée des corps érectiles, en particulier le bulbe de chaque côté, le bulbe vestibulaire, et les deux corps caverneux qui vont se rejoindre en avant du vagin pour former le clitoris. La partie inférieure du vagin est donc une partie fixe, en raison de ses attaches musculaires. Regardons maintenant la coupe sagittale pour décrire un peu plus en détail la paroi antérieure du vagin et la paroi postérieure. La paroi postérieure est séparée du rectum par un fascia que l'on nomme le fascia recto-vaginal, s'étendant depuis le cul-de-sac recto-utérin au cul-de-sac de Douglas jusqu'au centre tendineux du périnée. Lorsque ce fascia est défectueux, le rectum peut faire une véritable hernie à travers la paroi vaginale et entraîner ce qu'on appelle une rectocèle. La paroi vaginale antérieure joue un rôle majeur dans le maintien des organes et dans la sexualité. La paroi vaginale antérieure est lisse dans sa partie supérieure et striée dans sa partie inférieure. Cette zone striée est en regard de l'urètre et en particulier du sphincter strié. Elle est séparée du bloc vésico-urétral par un fascia que l'on nomme le fascia de Alban, s'étendant du cul-de-sac vésico-utérin jusqu'au périnée. Alors, cette paroi vaginale antérieure a été décrite dans le cours sur l'urètre et la continence urinaire. Rappelons ici qu'elle joue un rôle majeur dans la continence urinaire en s'opposant, de par ses attaches latérales sur le muscle élévateur de l'anus, à la force de pression abdominale qui peut appuyer sur la vessie et sur l'urètre. En effet, lorsque la pression abdominale s'appuie sur la vessie et sur l'urètre, bien la mise en tension de la paroi vaginale antérieure va s'opposer à cette force de pression et on voit ainsi que l'urètre va se trouver comprimé entre ces deux forces. Il s'agit là d'un mécanisme important assurant la continence urinaire à l'effort chez la femme. Nous l'avons décrit comme hamac sous-vésical et sous-urétral de Delancey, qui comprend donc cette paroi vaginale antérieure et ses attaches sur le muscle élévateur de l'anus et le fascia pelvien. Le fascia de Alban pourrait jouer un rôle considérable dans la sexualité féminine car il a été décrit au niveau de sa partie inférieure en regard du sphincter strié urétral et en regard de la zone striée de la paroi vaginale antérieure, un nombre important de terminaisons nerveuses et l'on considère que c'est dans cette zone que se trouve le fameux point G de la femme, intensément érogène et pouvant déclencher l'orgasme féminin lorsqu'il est stimulé. La vascularisation vaginale provient de l'artère utérine et de l'artère vaginale, toutes deux branches de l'artère iliaque interne. Les veines utérines rejoignent les plexus vaginaux, puis la veine iliaque interne. Enfin, l'innervation du vagin est assurée par des branches issues du plexus hypogastrique inférieur principalement.
Les parois du vagin sont tapissées d'une muqueuse avec un épithélium stratifié, pavimenteux, non kératinisé. Cette muqueuse est capable de se lubrifier lors de l'excitation sexuelle par transsudation. La muqueuse vaginale présente enfin de nombreux récepteurs aux estrogènes et après la ménopause, il n'est pas rare de voir se développer une sécheresse vaginale. Enfin, le reste de la paroi vaginale est composé de muscles lisses avec deux couches, l'une circulaire externe et l'autre longitudinale interne, permettant une grande élasticité de ce conduit. Pour terminer sur le vagin, ce schéma nous permet de rappeler les rapports péritonéaux et de voir que le cul-de-sac vaginal postérieur ou le fornix postérieur est en regard du cul-de-sac de Douglas, qui est le point le plus déclive de la cavité abdominale, si bien qu'on peut palper ce cul-de-sac, donc cet élément de la cavité abdominale, par un toucher vaginal profond en arrière du col utérin. On peut faire de même pour palper le cul-de-sac vésico-utérin. On note enfin que le vagin n'est pas totalement rectiligne, il forme une sorte de cape concave vers l'arrière que l'on retrouve au niveau de la jonction ano-rectale et entre la vessie et l'urètre. On a donc trois angulations successives qui correspondent au cap vésico-urétral, au cap vaginal et au cap recto-anal, ces angulations étant la résultante de l'action du muscle élévateur de l'anus qui, je vous le rappelle, s'insère en arrière sur le ligament ano-coccygien, le centre tendineux et les parois du rectum. Étudions maintenant le pudendum féminin ou la vulve. Il s'agit de l'ensemble des organes génitaux externes de la femme. Le pudendum est constitué du clitoris, résultant de la réunion des deux corps caverneux de chaque côté, eux-mêmes étant recouverts des muscles ischio-caverneux. Le pudendum est aussi constitué des bulbes vestibulaires, entourés des muscles bulbo-spongieux. Ces deux bulbes sont l'équivalent du corps spongieux chez l'homme, mais qui a été scindé en deux du fait de la présence du vagin. Le pudendum occupe le périnée antérieur superficiel et s'étend de la région sous-symphysaire à la région préanale. À sa partie moyenne se trouve une fente ovoïde sagittale que l'on nomme le canal vulvaire. Le canal vulvaire est limité par les petites lèvres de chaque côté et les grandes lèvres. En avant, ce canal est limité par le mont du pubis et le clitoris. En arrière, les deux grandes lèvres se poursuivent par la commissure postérieure, elle-même en avant de la zone contenant le centre tendineux du périnée, donc ce que je montre avec la flèche ici est la zone où se trouve le centre tendineux du périnée, qui est lui-même en avant du canal anal. Alors, ce canal vulvaire présente deux parties. Une partie ventrale, qui est en regard du méa urétral, et une partie dorsale, nommée le vestibule du vagin. C'est cette partie que l'on voit ici montrée par un point, qui est donc la partie postérieure du canal vulvaire. Ce vestibule du vagin, comme nous l'avons dit, est limité latéralement par les grandes et petites lèvres et est séparé du vagin par l'hymen ou membrane hyménéale qui constitue donc sa limite supérieure ou la limite inférieure du vagin. Cette membrane hyménéale se perfore au début de la vie génitale et persiste en général sous forme de petits replis. Associés au pudendum, on trouve aussi les glandes vestibulaires majeures qui sont situées de chaque côté dans l'épaisseur du périnée, en arrière des bulbes vestibulaires, et vont s'aboucher à la partie postérieure du sillon nympho-hyménéal, c'est-à-dire entre l'hymen et les petites lèvres. Donc si l'on agrandit cette zone, eh bien, on trouve l'orifice ici des deux glandes vestibulaires majeures de Bartholin. L'hymen, ici festonné, va former un sillon avec les petites lèvres, ici, donc on a le sillon nympho-hyménéal. Les petites lèvres sont fines et se poursuivent avec un repli muqueux qui va jusqu'au clitoris. Repli muqueux qu'on appelle aussi les freins du clitoris. Le clitoris, qui résulte donc de la réunion des deux corps caverneux, nous allons pouvoir le retrouver sur cette coupe sagittale et on va voir qu'il présente une angulation qu'on appelle le genou du clitoris, celui-ci se poursuivant avec une partie dilatée que l'on nomme le gland du clitoris.
Les glandes vestibulaires majeures permettent de lubrifier cette région. Il existe d'autres glandes vestibulaires associées au canal de l'urètre. Il s'agit de glandes de Skene. L'innervation de cette région est extrêmement complexe car elle dépend à la fois du système végétatif et du système somatique. L'innervation provient des nerfs ilio-inguinaux, génito-fémoraux, des nerfs pudendaux et des nerfs caverneux provenant du plexus hypogastrique inférieur, comme les nerfs caverneux vont innerver les corps érectiles de l'homme. La sexualité féminine met donc en jeu à la fois des sensations somatiques et des sensations végétatives, permettant notamment l'érection du clitoris. La vascularisation de la vulve provient de vaisseaux tributaires des vaisseaux pudendaux internes et externes. Alors, vous devez normalement être capable de faire la correspondance entre ces deux images. On voit ici le clitoris, avec les deux freins du clitoris qui, comme sur le schéma, se poursuivent avec les petites lèvres. Les grandes lèvres sont beaucoup plus effacées latéralement. Elles se rejoignent en arrière pour former la commissure postérieure, en avant d'une zone où se trouve le centre tendineux du périnée, et puis encore en arrière, le rectum. Dans le canal vulvaire, qui est donc situé entre les lèvres de chaque côté, on trouve une zone antérieure qui est en regard de l'urètre, c'est cette zone ici, et une zone postérieure qui va se poursuivre par le vagin, c'est le vestibule. Alors cette planche va nous permettre de comprendre le principe de la cœlioscopie ou laparoscopie et ainsi de pouvoir décrire quelques visions chirurgicales de l'utérus et des annexes. Enfin, je ne reviendrai pas sur la classification anatomique des prolapsus qui a été décrit dans un autre cours. On pourra simplement rappeler les différentes sortes de prolapsus ou descentes d'organes qui peuvent se développer en fonction de la paroi vaginale défectueuse. Lorsque c'est la paroi vaginale antérieure qui s'affaisse, eh bien, il va apparaître une cystocèle. La vessie est entraînée avec cette paroi vaginale antérieure. Si c'est le sommet de la tente vaginale qui n'est pas bien maintenu par relâchement des ligaments utérosacrés ou des paramètres, eh bien, l'utérus va pointer son nez à travers le canal vulvaire. Enfin, si c'est la paroi postérieure qui est défectueuse, eh bien, le rectum va faire une sorte de hernie à travers la paroi vaginale et on a alors une rectocèle. Alors, revenons sur le principe de la cœlioscopie. Nous avons ici une coupe sagittale du tronc, ou plutôt de l'abdomen, qui a déjà été décrite avec les anses intestinales, le péritoine représenté en ligne pointillée verte, qui va délimiter différents espaces. L'espace intrapéritonéal, la cavité péritonéale, qui contient donc des organes intrapéritonéaux péritonisés, comme les anses intestinales, ou non péritonisés, comme l'ovaire. Dans la région sous-péritonéale, nous avons la vessie, une partie de l'utérus. La plus grosse partie de l'utérus bombe dans la cavité péritonéale, elle est donc intrapéritonéale, péritonisée. Pour avoir accès à cette région, on peut réaliser une cœlioscopie. Pour cela, la patiente est installée en décubitus dorsal. Mais vous voyez que dans cette position, il est très difficile d'accéder à cette zone qui est profonde. On va donc créer ce qu'on appelle un pneumopéritoine, c'est-à-dire qu'on va rentrer une aiguille à travers l'ombilic qui va permettre d'insuffler de l'air et cet air va décoller le péritoine pariétal du péritoine viscéral, créant ainsi un espace de travail. On peut ainsi introduire des instruments, par exemple la caméra que vous voyez ici, qui nous permet de voir l'intérieur de la cavité abdominale. Donc cette insufflation de gaz permet, en séparant le feuillet viscéral du feuillet pariétal de la cavité abdominale, de créer un espace de travail. Pour améliorer encore cet espace de travail, on va mettre la patiente en position de Trendelenburg, consistant à lui surélever les jambes. Ceci va avoir pour effet de refouler les anses intestinales vers le haut de la cavité abdominale. On voit donc que sans création d'un pneumopéritoine, eh bien, il est pratiquement impossible d'accéder à cette région. Alors nous allons maintenant avoir une première illustration, un premier exemple d'intervention chirurgicale qui va nous permettre de réfléchir sur les dessins que nous avons vus. Madame Jeu, âgée de 24 ans, consulte aux urgences pour douleur abdominale d'apparition brutale depuis 2 heures. Elle est étudiante en 2e année de médecine et n'a pas eu ses règles depuis 3 mois. Ces dernières règles
remonte à avant le week-end d'intégration. À l'entrée aux urgences, sa tension artérielle est de 9,6, son pouls est de 150 par minute, elle est pâle et ses douleurs sont principalement dans la fosse iliaque droite. Une intervention chirurgicale est réalisée en urgence après que des analyses sanguines aient été demandées. Voici le film de l'intervention chirurgicale réalisée par voie cœlioscopique. Quel est le diagnostic? Décrivez toutes les structures anatomiques visibles. Que fait le chirurgien avec la pince bleue pour traiter le problème de cette patiente? Et enfin, d'après vous, quelles sont les conséquences possibles de ce geste chirurgical?